Bonjour à tous, c'est le jour et l'heure de notre causerie bimestrielle, donc 2 fois dans le mois. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de tarifs, savoir combien vous valez, comment vous fixez vos tarifs. Ce sera le deuxième sujet et le premier sujet, ça va être un sujet autour de la critique ou de l'esprit critique. J'ai été confrontée cette semaine, puisque je pars toujours d'informations que j'ai pu croiser ou de situations que j'ai pu croiser dans la semaine. J'ai été marquée par cette idée que effectivement les Français définitivement sont très rétifs à encourager ou à dire des choses positives aux gens. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, cette semaine, j'étais dans ma maison de campagne, près de Tours, et il y avait des touristes qui étaient là, donc dans les gîtes, et à qui, effectivement, je propose de remplir un livre d'or. Donc ils remplissent le livre d'or, et leur commentaire est de ce type, je vais vous le faire de mémoire, mais c'est à peu près ça, c'est super décoré, c'est très joli, c'est dans un très bel endroit, c'est très calme, néanmoins, le barbecue est trop loin de la maison, il n'y a pas assez de place pour cuisiner, 4 mètres dans une cuisine ouverte, c'était pas assez, et la piscine n'était pas fonctionnelle, vu qu'il faisait 10 degrés dehors, on se demande pourquoi. Voilà, mais toujours est-il que ce qui était intéressant, c'est que on s'aperçoit que les critiques positives ou les aspects positifs, quand vous analysez, sont donnés sur une version très large, c'est-à-dire non spécifique. C'était bien décoré. Ok, bon, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est bien décoré? Qu'est-ce qui est joli? Qu'est-ce qu'on aime? On ne sait pas. Par contre, le côté critique est très précis. C'est-à-dire, le barbecue est trop loin, la piscine, je ne sais pas quoi, et la cuisine est trop petite. Et du coup, ça donne plus d'impact au négatif qu'au positif. En plus, vous savez sûrement que on dit que pour que les enfants, pour que les petits-enfants acceptent la frustration, il faut que on leur donne 4 à 5 éléments positifs pour pouvoir leur dire un non. Donc il faut leur dire 4 à 5 fois oui pour pouvoir leur dire une fois non. Autant dire que ça montre quoi? Ça montre que le négatif a beaucoup plus d'impact que le positif. Donc quand on vous dit des choses positives et des choses négatives, nonobstant que tel que c'était formulé, on voyait bien que le positif allait amener du négatif, et bien dans tous les cas de figure, si peut-être que vous l'avez déjà expérimenté d'ailleurs, quand on vous dit du positif et du négatif, généralement un négatif vaut 1000 fois tous les positifs qu'on vous a donnés. Autrement dit, vous avez 10 personnes qui vont vous dire « Waouh, c'est super ce que tu viens de faire, que ce soit une conférence, que ce soit cette causerie, que ce soit le gîte, que ce soit autre chose. » Vous en avez un qui vous dit « Ah, c'est Berk », et ben vous allez retenir le Berk plutôt que de retenir les 10 qui vous ont dit c'est super. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si c'est le cas, ben, mettez-moi des petits pouces, mettez-moi des petits cœurs, dites-moi que vous êtes là. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont là pour que on puisse voir qu'on est en direct et que vous suivez ce que je vous raconte. Super, merci beaucoup. Voilà, génial. Donc, effectivement, on a tendance à être beaucoup plus impacté par le négatif que par le positif. On devrait donc en tenir compte lorsque l'on fait des critiques, lorsque l'on dit un certain nombre de choses. Et moi, je vous propose vraiment de garder cette règle, c'est-à-dire de vous dire quand je dis quelque chose, d'abord je vais dire du positif aussi spécifique que du négatif. C'est-à-dire si c'est j'aime la décoration, c'est en particulier tel ou tel truc, et pas seulement global, c'est vachement bien, mais il y a ça qui vont pas. Donc on va être positif et spécifique dans le positif. Et puis, de donner 4 oui, 4 éléments positifs pour un élément négatif. Ce qui est à peu près la bonne mesure, sachant que vous êtes, je suis, et tout le monde devrait être conscient que le négatif aura plus d'impact. Donc, si je fais 4 pour 1 ou 5 pour 1, en réalité, c'est à peu près comme si je faisais moitié-moitié. Donc ça, c'est une chose. Je mets ça en comparaison avec le fait qu'effectivement, je trouve que les Français sont assez peu capables d'être
positif dans leur démarche. Donc, ils voient beaucoup plus le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Vous ferez éventuellement le lien avec ce qui se passe en ce moment, avec notre élection présidentielle, ça c'est si vous voulez, ou bien effectivement moi je fais le lien directement avec les touristes que j'avais dans les gîtes, d'autant que la personne à un moment donné nous appelle, je crois que c'était pour la piscine, et nous dit « Non mais c'est juste histoire de dire quelque chose ». Donc vous imaginez le truc, c'est histoire de dire quelque chose. Et je suis aussi frappée de cette différence de culture et de cette incapacité à dire « c'est bien ». Lorsque je vois les notations, soit pour moi, soit pour d'autres gîtes que je connais, sur Airbnb. Je me suis un petit peu fâchée un jour avec quelqu'un qui me dit « c'est super bien, tout va très très bien ». Il devait y avoir… Alors elle avait fait une remarque constructive sur je ne sais trop quoi. Mais bon, voilà, donc tout va très très bien, on a passé un très bon week-end, c'était super, etc. Et elle met une note de 4 sur Airbnb. Et donc, je lui ai dit, ouais, c'est super, sauf que je suis contente que vous ayez passé un bon week-end, mais je vous signale, pour info, qu'une note de 4, dans une mentalité anglo-saxonne, et Airbnb, bah, quelque part, qu'on le veuille ou non, c'est une mentalité anglo-saxonne, et plus loin, je dirais, les systèmes de notation, que ce soit sur Airbnb, sur Blablacar, sur TripAdvisor ou qui vous voulez, à partir du moment, ou bien pour une boîte automobile par exemple, même quand elle s'appelle Peugeot, je vais y revenir dans quelques minutes, à partir du moment où vous avez une notation, vous rentrez dans un système à l'américaine, et un système à l'américaine, une note de 4, c'est une mauvaise note. Autrement dit, c'était assez paradoxal, puisqu'à la fois la personne m'avait mis un commentaire très positif sur Airbnb en me disant wow, c'est super, j'ai passé un très bon week-end, et donc recommandait le gîte, et en réalité, en mettant cette note de 4, elle l'avait fait descendre ma note moyenne, elle a fait descendre ma moyenne générale. Donc c'est pour ça, l'autre jour on en parlait justement à d'autres visiteurs, et ils me disaient effectivement c'est pour ça que les constructeurs automobiles le disent, c'est-à-dire ils vous disent attention, si vous mettez 4, c'est une mauvaise note. Donc si vous êtes content, vous mettez 5. C'est culturel, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire en France, c'est-à-dire que globalement, quand on est super content, on met 4. Ah oui, donc ça fait partie de notre éducation, ça fait partie de ce qu'on nous a appris, sauf que ça ne fonctionne plus tout à fait comme ça dans le monde moderne, dans le monde où effectivement on est sur des normes qui sont plus anglo-saxonnes, et les normes anglo-saxonnes elles disent 5 c'est bien quoi. Même si derrière vous allez peut-être avoir une critique constructive à faire, il n'empêche que vous êtes enthousiaste, vous êtes positif, vous êtes porteur. Est-ce que vous êtes d'accord d'être positif? Est-ce que vous êtes d'accord de mettre un petit cœur, un petit pouce selon votre humeur? Allez, j'attends les petits cœurs, j'attends les petits pouces pour effectivement être dans le positif. Donc, ce qui est vraiment ce que je voudrais que vous reteniez, c'est d'une part, on vit dans un monde dans lequel on a le droit de dire je suis content, on a le droit d'être sympa, on a le droit d'être dans le positif, de mettre des bonnes notations, de mettre des bonnes annotations. Et puis, ça n'empêche pas, malgré tout, de faire preuve d'esprit critique. Donc, je ne vais pas rentrer non plus dans l'excès inverse. C'est pour ça que j'ai intitulé cette chronique critique contre esprit critique, parce que je me rends compte que pour faire pour faire balancier par rapport à cette idée que certaines personnes voient plutôt le verre à moitié vide et donc font des critiques systématiques, vous avez un certain nombre de personnes qui vont opter pour le positivisme. Alors le positivisme c'est quoi? C'est je ne vois que le bon côté des choses. Ça c'est le côté positif, mais du coup je suis incapable de faire preuve d'esprit critique. Et dans ce cas-là, on arrive sur un truc où on est dans béni oui oui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais où plus personne ne progresse, puisque bien évidemment, on va garder la règle de 4 oui, 4 positifs pour un négatif, mais ça, on va garder l'idée de ne pas critiquer systématiquement, on va garder l'idée de faire preuve de bienveillance et de positif, mais pour autant, et moi je trouve que c'est très important, on va aussi garder l'idée que l'esprit critique, c'est une chose qui permet de grandir correctement dans la vie. Donc si tout le monde dit tout va bien tout le temps, forcément, on ne progresse pas. Donc on peut effectivement être dans le positif, dire tout va bien, mettre des très bonnes notes, mettre des cœurs, etc. Et puis, à un moment donné, peut-être dans un autre contexte, peut-être détaché d'ailleurs, peut-être en privé, ça peut être ça aussi, dire effectivement à tel et tel endroit, tu peux
améliorer les choses, tu peux arranger les choses. Et dire les choses qui ne vont pas est aussi une manière d'être bienveillant pour les gens, puisque ça leur permet de progresser. Donc, je ne voudrais pas non plus que, sous prétexte de rester dans le positif, au début, j'avais pensé à cette causerie uniquement en disant, bah oui, je vais inciter les gens à penser positif et lâcher le côté systématiquement, je critique, ça va pas, etc. Parce qu'effectivement, on n'arrive à rien. Et puis je me suis dit, oui, mais quand même, si on reste uniquement là-dedans, je vais sûrement avoir des personnes qui vont mettre des commentaires sous cette vidéo en disant, mais oui, il y a l'esprit positif, il y a la loi de l'attraction, il faut penser positif, il faut dire que le bon, etc., etc. Sauf que c'est pas ça non plus. Moi, je trouve que ça, c'est bidon. Je suis désolée. C'est bidon. Quand j'ai des personnes, il m'est arrivé de croiser un jour une personne avant de faire une conférence. Elle me dit, est-ce que ça va? Je lui dis, non, soit je suis fatiguée, soit, je sais pas, j'ai peur ou un truc comme ça. Elle me dit, ah oui, mais si tu te concentres là-dessus, ça va se passer, donc il faut que tu te concentres sur le positif. Autrement dit, il faut que je nie ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ce qui se passait à l'intérieur de moi, c'était pas la question de me concentrer en me disant ça va mal se passer. C'était juste prendre acte que, effectivement, j'étais dans une humeur qui était soit fatiguée, soit stressée, soit c'était difficile pour moi, enfin peu importe. Et je peux absolument reconnaître ça. Ça, c'est aussi l'esprit critique vis-à-vis de soi-même, sans pour autant rentrer dans le négativisme. Donc, critique d'un côté, à opposer peut-être à bienveillance, et esprit critique à opposer à facilité de penser que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, y compris soi-même, c'est-à-dire d'oublier tout simplement de progresser et de se remettre en question. Donc moi j'aime bien aussi progresser et me remettre en question parce que sans quoi ça sert à quoi. Voilà, donc ça c'était vraiment le premier sujet, et puis maintenant je voudrais aborder un autre sujet qui a rapport ou pas, parce que je vais repartir effectivement des histoires de gîtes pour illustrer ce sujet. Et puis on va parler aussi de confiance en soi en positif ou alors manque de confiance en soi en négatif, et c'est le sujet des tarifs, c'est le sujet des prix. J'ai eu 2-3 conversations dans les semaines qui viennent de se passer, au sujet effectivement des prix, pas plus tard que ce week-end, donc avec la personne qui gère mes gîtes, Natacha, qui me dit « Tiens, je m'occupe d'un autre gîte et les propriétaires ont mis un prix de 1 000 € par week-end. » Et en disant bah, « C'est bizarre, il n'y a personne l'hiver. » Pourquoi? Parce qu'ils sont au-dessus du prix du marché. J'ai rapproché ça d'une autre conversation que j'ai eue il y a peu de temps, où quelqu'un me dit, en parlant d'un coach un peu connu, il vend sa journée à 25 000 €. Donc une journée de coaching avec lui, c'est 25 000 €. La personne me dit, il facture 25 000 € pour sa journée. Je lui dis, je suis pas sûre qu'il facture 25 000 € pour sa journée. Par contre, il annonce 25 000 € pour sa journée. Mais la question, c'est pas tellement d'annoncer un prix. La question, c'est d'annoncer un prix et qu'il y ait des personnes qui achètent à ce prix-là. Et ça, c'est très, très différent. Parce qu'en réalité, annoncer un prix, dire mon coaching, il est à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 € la minute, c'est pas un problème. Je peux vous le mettre en gros, en gras et en clignotant sur mon site internet. Est-ce que pour autant, j'aurai des personnes qui vont venir, imaginons que je fasse à 2 000 € de l'heure, est-ce que je vais avoir des personnes qui vont venir à 2 000 € de l'heure pour venir me demander d'intervenir pour eux? Ça, je suis pas sûre. Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, je n'ai pas envie d'essayer. Donc ça tombe bien. Voilà. Donc dire voilà quel est mon prix, on peut toujours le faire. Pour un gîte, on peut aussi dire voilà quel est le prix de ma location, voilà quel est le prix de mon week-end. Venez, voilà. J'ai vu l'autre jour, puisque je cherchais un petit peu dans la région justement les prix autour de mon gîte pour savoir quels étaient les différents prix qui se pratiquaient. Et tout d'un coup, je tombe sur quelque chose à 1 000 €. Je me dis bon, ça doit être la semaine. Pas du tout. C'était pas la semaine, c'était la nuit. La nuit pour 10 personnes, grosso modo, vous louez un truc qui a l'air sympa au demeurant, hein. Vous le louez 7 000 € la semaine pour, on va dire, 10 personnes ou 12 personnes. Et là, vous vous dites, il doit y avoir un truc. Soit mes tarifs sont pas assez élevés, soit il y a un truc que je comprends pas. Parce qu'effectivement, moi, pour 20 personnes, je vais être plutôt en haute saison de l'ordre de 2 600 €. Donc là, vous vous rendez compte, on était aussi en haute saison, mais il y avait moins de gens. Et on arrivait à 7 000, et je me suis dit, mais c'est complètement dément.
Mais rien ne m'empêche de l'afficher sur un site internet, de l'afficher sur une plateforme comme Airbnb. Donc peut-être que vous avez des choses à louer, tout simplement. Peut-être que vous avez vous êtes entrepreneur. On est plutôt aujourd'hui sur une causerie pour les entrepreneurs ou pour des personnes qui font du business, quel que soit le type de business. Si vous êtes investisseur, que vous avez des locations, ça marche aussi. Et vous vous demandez quel est le juste prix, à quel prix vous devez annoncer vos tarifs. Et donc, j'ai réfléchi à ça en me disant, mais effectivement, je peux annoncer n'importe quoi. Si personne n'achète, c'est chouette, mais c'est juste un effet d'annonce. Donc, comment savoir si mon prix est justifié ou pas, juste ou pas? Alors, pour ça, je vous propose une petite méthode en me disant, bah, tiens, peut-être qu'on pourrait faire ça comme ça. Je vous l'ai mise sur ma petite feuille qui est faite à la main, donc c'est vachement élégant. Donc, vous voyez que là, au milieu, vous l'avez peut-être en inversé, mais au milieu, ce que j'ai mis là, c'est le prix de la concurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher sur le marché, d'abord qui sont vos concurrents, ça fait toujours du bien, et puis deuxièmement, de mettre un prix moyen. Qu'est-ce que vous avez observé qui était le prix de la concurrence? Et puis, à partir de ce prix de la concurrence, eh bien, vous allez positionner votre prix. Donc, soit il est au-dessus, soit il est en dessous. Ça dépend des cas. Donc, imaginons que ma concurrence, là, dans ce cas, moi, elle va être à alors, 7 000 €, c'est un peu une exception. Mais alors, on va considérer que, je sais pas, la semaine, elle est peut-être à 2 000 € et que je suis le brave monsieur qui met la semaine de location de gîte à 7 000 €. Donc, il est au-dessus. Et dans cette flèche-là, au milieu des deux, eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est de trouver les raisons objectives pour que votre prix soit au-dessus du prix de la concurrence. Pourquoi? Parce que être au même niveau que la concurrence, c'est pas forcément la meilleure manière de choisir un prix. Vous pouvez être au même niveau que la concurrence, vous pouvez aussi décider d'être au-dessus de vos coûts de fabrication. Ça dépend de quels sont vos coûts de fabrication et s'il y en a ou pas, mais ça peut être aussi une manière de fixer. Vous pouvez aussi, et votre prix va varier en fonction de votre ancienneté. Est-ce que vous êtes vieux sur le marché ou est-ce que vous êtes jeune sur le marché? Donc, est-ce que vous êtes connu? C'est la notoriété ou est-ce que vous n'êtes pas connu? Et puis, bien évidemment, le prix, il évolue aussi en fonction de ce que vous apportez. Est-ce que vous apportez plus, grosso modo, que les concurrents ou est-ce que vous n'apportez pas plus que les concurrents? Donc, tout ça, c'est des éléments objectifs. Qu'est-ce que vous apportez en plus? Est-ce que vous avez de la notoriété en plus? Est-ce que vous avez de l'ancienneté en plus? Est-ce que vous avez, alors pour ce qui est d'un gîte par exemple, une piscine en plus? Là c'est très 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 objectif. Est-ce que vous avez un savoir-faire que les autres n'ont pas? Tout ça c'est des éléments objectifs. Et pourquoi je vous suggère de faire ça? Et donc effectivement, plus vous aurez d'éléments pour justifier la différence, plus on peut imaginer que la différence va être importante. Ça peut être également mes photos sont plus jolies, mes photos sont plus attractives, ma propriété est plus grande. Là, je parle pour des personnes qui louent des maisons, des propriétés, des chambres d'hôtes, qui font de la location saisonnière. Mais si c'est votre valeur ajoutée, votre service que vous proposez, puisque vous êtes entrepreneur et vous proposez du service, par exemple, eh bien, est-ce qu'il y a plus d'informations, par exemple, que la concurrence? Est-ce que vous avez plus de notoriété sur le marché? Est-ce que vous offrez plus de support à vos clients? Est-ce que, et ça c'est quand même le nec plus ultra, vous proposez à vos clients quelque chose qu'ils sont à même de considérer comme étant un plus? Parce que le plus, il faut qu'il soit objectif, mais il faut aussi qu'il soit reconnu par le client. Si c'est vous qui décidez que c'est un plus, mais qu'en fait le client n'en a rien à faire, ça va être un petit peu compliqué. Imaginons que, je vais reprendre mes gîtes parce que ça permet d'illustrer, imaginons que je décide que mon prix va être plus élevé que la moyenne parce que j'ai un hangar à bateau. Bon, je suis pas au bord de l'eau, hein. Mais voilà, et je dis, bah oui, super, élément objectif, j'ai un hangar à bateau, donc mon prix doit être plus élevé. Mais en réalité, le hangar à bateau, il y a peu de chances que mes potentiels loueurs valorisent le dit hangar à bateau. Donc, c'est un vrai faux bonus, c'est un vrai faux élément objectif. Il existe certes, mais il n'est pas reconnu, il n'est pas valorisé par la clientèle. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose effectivement, c'est de faire ça. Si jamais vous êtes dans cette situation-là, si vous vendez quelque chose, si vous avez un jour annoncé un prix, plus vous aurez des choses pour justifier, soit en plus, soit en moins, que votre prix soit
au-dessus ou en dessous de la concurrence, plus ça va vous aider à savoir si votre prix est juste. Et puis, la vérification finale, c'est que vous ayez des personnes qui achètent à ce prix-là. Donc, c'est vraiment important. Et pourquoi j'insiste sur les éléments objectifs? Parce que si vous ne vous reposez pas sur des éléments objectifs, vous allez vous reposer sur la confiance que vous avez en vous. Autrement dit, j'ai confiance en moi, donc je mets un prix plus élevé. J'ai pas confiance en moi, donc je mets un prix plus bas. Je connais des personnes qui vont systématiquement mettre un prix inférieur au marché, inférieur à la concurrence, inférieur à ce qu'on attendrait de leur offre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc, oubliez j'ai confiance, j'ai pas confiance. Prenez les éléments les plus objectifs possibles pour remplir ce petit schéma et ça va vous permettre de vous dire est-ce que je suis ou pas dans le bon créneau? Et puis la validation finale, ce sont les clients qui vont venir acheter. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Mettez-moi un petit pouce, mettez-moi un petit cœur. Partagez cette vidéo sur votre fil d'actualité, c'est vraiment important. C'est important qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent comme ça s'instruire, réfléchir, profiter de ces causeries. Ces causeries, c'est des sujets qui me viennent, qui sont généralement en rapport avec l'air du temps, donc qui peuvent vous aider à avancer dans votre business, qui peuvent vous aider à avancer dans votre liberté financière, dans vos finances, dans votre gestion de l'argent, qui peuvent également bien tout simplement vous aider à réfléchir et à prendre du recul par rapport à une certaine actualité. Donc, si vous avez des idées de sujets, s'il y a des choses qui vous intéressent, que vous voulez que je traite, vous le mettez dans les commentaires sous cette vidéo pour une prochaine causerie, en disant oui tiens, et j'aimerais bien avoir ton sujet ou ton avis sur tel ou tel sujet, ou voilà une situation que j'ai rencontrée, et est-ce que tu veux bien me dire ce que tu en penses, voilà, précisément ou de façon générale. Donc, n'hésitez pas à mettre derrière, sous la vidéo, vos commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Mettez donc vos commentaires et dites-moi quels sont les sujets que vous voudriez que je traite pour les prochaines causeries. Vous n'oubliez pas de partager, même si c'est le replay, de le mettre sur votre mur pour dire coucou, bonjour, profitez de cette causerie, notamment si vous avez des contacts dans vos contacts Facebook qui sont des contacts d'entrepreneurs, puisque là on est en train de parler d'un truc super important, c'est les tarifs. Comment je fais pour vendre? Et pour vendre, la première chose c'est d'être au bon prix, puisque si vous n'êtes pas au bon prix, si vous êtes trop cher ou pas assez cher, eh bien vous n'allez tout simplement pas vendre ou pas gagner suffisamment d'argent pour durer longtemps. Donc ça, c'est vraiment un sujet. Et puis quand même, un truc qui nous concerne tous, la critique, l'esprit critique. Franchement, en France, on n'est pas gâtés. Donc, partager un petit peu de positivisme ne ferait de mal à personne par les temps que nous vivons. Voilà. Donc, prochaine causerie le 24 mai, puisqu'il y en a une tous les 15 jours. Et c'est le mercredi à midi. Prochaine causerie de Nathalie, le 24 mai. À très bientôt. Si vous voulez être informé des causeries, si vous voulez être informé des vidéos que je diffuse gratuitement, régulièrement, vous vous abonnez, et si ce n'est pas déjà fait, sur le lien qui va apparaître au-dessus, en dessous de cette vidéo. Vous rentrez votre mail et vous aurez régulièrement l'information comme quoi une causerie est sortie. Vous aurez accès au replay, donc ça peut être aussi beaucoup plus simple pour vous. Donc n'hésitez pas et surtout vous mettez votre mail si vous ne l'avez pas déjà fait en cliquant sur le lien au-dessus, en dessous de la vidéo, sur le côté à droite, sur le côté à gauche. Allez-y, peu importe, on se retrouve le 24 mai. À très vite.